Bonjour à tous ceux et toutes celles qui viennent. Donc, je suis David Guillochot, directeur général de Zest, et un petit peu activiste depuis pas mal de temps sur les sujets HR for Good. Donc, en gros, la dimension humaine au service des organisations et des projets d'entreprise. Donc, je suis très content d'accueillir pour ce 5e webinaire d'une série que l'on a faite avec l'équipe Zest et des partenaires qu'on a, on va dire, rassemblés autour de cette notion de HR for Good pendant cette période très particulière qui posait beaucoup de questions et qui questionnait aussi les pratiques RH et managériales. Et donc, ce webinaire va se focaliser tout particulièrement sur justement la fonction RH comme élément fonction essentiel, en tout cas avec un rendez-vous particulier pendant cette phase-là dans les organisations. Donc, et pour ce faire, donc HR for Good a le plaisir voilà, d'accueillir différents intervenants. Aujourd'hui, j'ai un plaisir personnel presque, parce que c'était un des objectifs que j'avais, de recevoir quelqu'un qui a occupé véritablement des fonctions de direction de ressources humaines dans de grandes organisations. Et donc, Jean-Marc, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Je te propose de te présenter rapidement, toi qui as eu un parcours assez important, on va dire, assez lourd de direction des ressources humaines et depuis maintenant quelques temps plutôt pour les accompagner avec un cabinet de conseil Miskeo. Bien, bonjour, merci de m'avoir sollicité. Donc, je m'appelle Jean-Marc Selvanès. J'ai un parcours de plus de 20 ans en tant que DRH de groupes industriels et DGRH de grands groupes multinationaux, et je dirais principalement manufacturiers et industriels. Et puis, il y a 12 ans, j'ai créé Miséo pour travailler avec les DRH sur deux sujets principaux. Le premier, c'est celui du leadership de la fonction ressources humaines. Et le second, c'est celui de l'efficacité de la fonction ressources humaines, pour faire simple. Et voilà. Et donc, on travaille pour l'essentiel avec des groupes du SBF 120 et des sociétés non cotées de taille importante. Bien, ben merci, Voilà. merci Jean-Marc, c'est un plaisir de t'avoir, je le rappelle. Donc Zest, pour ceux qui ne connaissent pas très rapidement, est un fournisseur d'une solution digitale et web et mobile pour accompagner les organisations, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, dans la manière de mobiliser finalement le facteur humain, de les écouter, de collaborer avec eux, de les faire réussir dans leurs tâches, dans leurs activités, et donc de rendre l'organisation finalement plus épanouissante pour les individus qui la composent et les collectifs, et puis tout simplement plus performante. Voilà, donc on a le plaisir d'accompagner des très grandes organisations comme des organisations plus agiles comme des startups par exemple. Voilà. Donc très heureux d'être là puisque on est un petit peu dans cette actualité au fil de l'eau avec nos clients et ces moments, ces webinaires avec vous nous permettent de prendre un peu de recul et d'avoir des interventions extérieures qui nous enrichissent dans cette période très particulière que nous vivons depuis quelques temps. Donc, par rapport aux objectifs qu'on va avoir à cœur de suivre avec Jean-Marc, il y a cet objectif premier de vous donner un petit peu un décryptage un petit peu des défis, voilà, en faisant cette prise de recul de l'agenda finalement de la direction des ressources humaines. Et puis, on va, chemin faisant, avoir identifier des bonnes pratiques qui pourront certainement vous aider dans vos organisations à réussir ce challenge, ce défi tout à fait inédit. Voilà. Alors, la première chose pour commencer, c'est peut-être de se dire tout simplement qu'on vit une époque extraordinaire. On n'a jamais vécu ça. Je pense que ça, peu de gens pourraient dire le contraire. 4 milliards de personnes qui ont été complètement confinées, donc un phénomène totalement mondial qui touche à la fois le domestique et le professionnel, qui a une dimension pas que économique, mais très très fortement et en premier
sur la santé et la sécurité des personnes. Donc, on a un phénomène qui est sans commune mesure. Donc ça, c'est peut-être la première chose par laquelle on peut commencer, et avec cette dimension personnelle. Et toi, Jean-Marc, dans tes échanges avec les directions de ressources humaines, avec les directeurs des ressources humaines même, un peu comment tu l'as vécu et comment quelque part eux l'ont vécu? Bah, je pense que ça a été d'abord, il y a plusieurs temps. Évidemment, c'est le temps quand même le temps de la surprise, le temps du stress. Le premier temps, c'est la réaction. C'est comment on fait pour mettre en place le chômage partiel, pour organiser le télétravail, ou en tout cas pour inciter les gens à travailler depuis chez eux. Comment on fait sur les problèmes sanitaires, comment on réagit avec les partenaires sociaux, etc. Donc, je crois que les 2 premières semaines ont été très, très occupées par la réaction. Puis ensuite, on a une deuxième époque où les DRH ont été beaucoup plus disponibles à la discussion, qui était de se dire, bon, on s'assure de la pérennisation, je dirais, provisoire de ce que nous avons mis en place en phase de réaction, on commande des masques, on s'organise pour commencer à préparer la suite. Puis il y a une troisième phase qu'on a commencé à vivre en France hier, qui est celle du déconfinement, avec toutes les questions que ça pose. Et l'entreprise se rend compte d'ailleurs que, au fond, c'est son contexte de vie, c'est son contexte qui fait qu'elle est aujourd'hui confrontée à des situations nouvelles. Euh, sur le lieu de travail, on a organisé la sécurité. Ce qu'on ne peut pas organiser, c'est la sécurité dans les transports en commun, c'est la sécurité dans le fait de savoir si les enfants vont à l'école ou s'ils n'y vont pas, etc., etc. Et donc, ce déconfinement pose des tas de questions nouvelles à l'entreprise. Et puis, il y a aussi le quatrième temps qui a déjà commencé et qui va évidemment se développer au fil des mois, qui est qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement pour après, quoi. Comment ça va changer notre organisation, et qu'est-ce qu'on peut déjà anticiper de ce qui sera demain. Donc voilà, donc des périodes très intenses pour tous les gens avec qui j'ai échangé, pour tout ce que j'ai lu, et je dirais mon ressenti personnel d'ancien opérationnel d'entreprise, pour bien mesurer ce que les gens ont pu et peuvent encore aujourd'hui traverser. Et en fait, enfin, pour aussi avoir eu pas mal d'échanges avec alors des DRH et des opérationnels de la fonction RH, c'est qu'ils ont fait feu de tout bois. En fait, ils ont eu, comme tu l'as dit, vraiment plusieurs phases, et ils ont été, pour une bonne part, un peu au centre des sujets, avec l'informatique, bien entendu, notamment liée au télétravail. Et donc, ça a été une période particulièrement intense pour cette fonction en particulier. C'est important, on parle des deuxièmes lignes comme population. Je pense que la fonction RH a clairement servi et sert encore de deuxième ligne dans les organisations, et c'est important de le rappeler. En fait, ce qu'on a dit finalement, c'est que les organisations sont en train d'ouvrir un chantier très important de l'organisation, de leur manière de fonctionner, de travailler. Et alors, c'est marrant parce que le film de Tati, Playtime, nous donne un espèce d'aperçu de ce que pourrait être l'organisation de l'open space. Alors, c'est un espèce de clin d'œil historique assez amusant, de dire, ben voilà, en fait, il avait prévu le Covid-19. Alors, les révisionnistes et fake news pourront peut-être utiliser ça, que c'est peut-être lui qui l'a créé finalement. Mais tout ça sérieusement pour dire que les entreprises vont mettre vraiment à plat, au travers de ce prisme, de la mise en place des gestes barrières, de cette obligation qui se fait à elles, à la fois dans la relation avec les clients, dans l'expérience client, mais aussi dans la relation et dans l'expérience avec les collaborateurs dans les open space, dans les chaînes de production. Et donc, on va vraiment poser la question, on va scanner l'organisation, et nous, personnes externes, nous clients, nous collaborateurs et nous managers, est-ce que mon organisation, elle est suffisamment sécurisante? Donc, cette dimension sécurité, au sens presque propre, va complètement un peu changer l'agenda et le prisme de vue de l'organisation du travail. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans un article sur l'entreprise d'après, avec un jeu sur l'acronyme après, où le S de l'après est justement l'entreprise sécurisante. C'est aussi ce qu'a dit le patron de l'automobile, enfin de Renault.
de Renault c'est le direct, donc de Renault et c'est intéressant parce que je pense qu'on va prendre plusieurs fois le secteur automobile comme témoin un peu particulier, hein, parce que c'est vraiment une industrie qui est très intéressante à observer. Et donc le directeur de la fabrication de Renault dit, nous, notre objectif le plus important là, en ce moment, sur la période de reprise, ce n'est pas le pourcentage d'activité. C'est la confiance des collaborateurs opérationnels qui reviennent dans nos shops de montage et dans nos opérations. Donc, cette remise à plat du sujet organisation du travail sous l'angle sanitaire et non pas sur la productive, va être un sujet énorme. Jean-Marc, comment les DRH vont devraient se positionner par rapport à ça pour toi? Alors, ce qui est nouveau, et tu l'évoques, c'est que en fait, l'organisation du travail est pensée d'abord en ce moment, l'organisation d'aujourd'hui et de demain, sous l'angle de la dimension sanitaire. Ce qui, à l'exception des centres de production où on a toujours intégré la sécurité dans la mise en place de nouveaux moyens de production, on peut dire que dans l'organisation du travail des centres administratifs, des bureaux, etc., c'est pas le prisme principal par rapport auquel on avait jusqu'à présent regardé la vie au travail. Or, ça devient en quelque sorte un préalable à l'organisation du travail. Et je crois qu'il y aura, on l'observe déjà, mais il y aura beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité à faire pour transformer des lieux qui n'ont pas été pensés pour ça en lieux qui assurent une forme de sérénité aux personnes qui viendront y travailler et qui y seront. Et puis après, il y a d'autres éléments, évidemment, quand on parle d'organisation du travail, même si on part d'une base qui est celle de la protection sanitaire des salariés, on va vers une nouvelle organisation du travail basée sur le travail à distance, sur l'éclatement de l'entreprise, sur la reconfiguration des processus, etc. Parce que ce qu'on peut d'ores et déjà pressentir, c'est qu'un certain nombre de choses vont se modifier en profondeur. Et que le fait d'avoir demain une entreprise, comme on dit, éclatée, qui sera éclatée sur plusieurs pôles, puisque beaucoup de gens continueront à travailler soit de façon permanente, soit de façon plusieurs jours par semaine en dehors de leur lieu habituel de travail, ça modifie un paradigme essentiel de l'entreprise, qui est que la proximité fait la communauté de travail. Bon. Donc ça, c'est évidemment la deuxième étape et dont on va parler assez profondément tout à l'heure. Et puis la troisième étape, et je pense qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est la productivité. C'est-à-dire qu'au fond, cette nouvelle méta-organisation de l'entreprise donnera des opportunités de productivité. Et je pense que nos entreprises vont y réfléchir assez rapidement, si tant est qu'elles n'aient pas déjà commencé à le faire. Donc des bouleversements sur l'organisation, sur les modes de management, sur la façon dont on travaille en équipe, sur la simplification des processus, sur la mise en place de workflow, sur des outils de management à distance, y compris dans les processus d'évaluation, le recrutement, la formation. On voit bien que par vagues successives, tous les aspects de l'entreprise vont être touchés et que la difficulté qu'ont aujourd'hui les DRH, c'est d'être à la fois un pied dans aujourd'hui et deux pieds dans demain. Et demain, c'est pas en 2025. Demain, c'est dans 2020, en 2021. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais qu'un groupe comme PSA, par exemple, décide de dire qu'à compter du mois d'août, le travail à distance, le travail chez soi sera la règle, est un impact gigantesque dans une entreprise qui était connue pour être une entreprise manufacturière avec une présence très forte dans les grandes lignes de montage, etc. etc. Et donc voilà, on repart de la sécurité et de la santé au travail, on va vers une organisation à inventer, et puis on va probablement demain vers des axes de productivité nouveaux, dont on reparlera évidemment tous ces prochains mois et ces prochaines années. Et c'est vrai que la première conséquence, c'est la baisse de la productivité. Oui. C'est-à-dire que là, si on regarde le déconfinement aujourd'hui, sur la partie chaîne de production, par exemple, si on prend ce premier point qu'on évoquait, qui est une partie des organisations, notamment dans l'automobile, toujours pour reprendre Renault, le patron donc, de la fabrication disait que concrètement, c'était 18 minutes qui avaient été perdues de productives dans les lignes de production qui avaient été remises en action. Par exemple, c'est 3 minutes de pause supplémentaire qui n'existaient pas avant pour changer de masque.
Donc et on sait, enfin, tu as travaillé dans une entreprise, dans un équipementier de l'automobile. On sait le travail que ça a été de gagner des minutes dans des chaînes de production. C'est un vrai challenge. Donc, et ça, c'est indispensable. C'est une obligation. C'est la première obligation que tu évoquais derrière. Et la deuxième, on va dire, élément important que tu as évoqué, qui est l'apport et l'émergence, parce que ce sont des choses tout à fait existantes avant, mais c'est l'émergence dans ce côté obligatoire, ce côté leapfrog qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le télétravail et le digital. Le télétravail, il y a des accords nombreux en France qui existent, où en gros c'était 1 ou 2 journées de télétravail qui avaient été négociées. Là, on est sur l'inversion presque des proportions. Et puis, sur le digital, les DRH ne sont pas reconnus en général dans les comités de direction comme les plus technophiles. Comment toi, tu vois ça par rapport à ces 2 leviers de transformation que tu évoquais pour aller peut-être au-delà de la perte de productivité nécessaire pour la mise en place des gestes barrières? Moi, je dirais pragmatiquement qu'il faut anticiper les révolutions qu'on ne peut pas éviter. Et qu'en fond, ça ne sert à rien de se dire que peut-être on reviendra demain à la situation d'hier. Je pense que, et d'ailleurs, je reprends l'exemple du groupe PSA qui est quand même celui qui est le plus noticeable en ce moment, qui a un très grand groupe industriel. Mais il y en a d'autres qui ont déjà commencé. Je pense à Ipsos. Ipsos a dit on est 100% digital en 2022, par exemple. Voilà, c'est parti. Donc, je pense que beaucoup de groupes vont se dire maintenant, on ne va pas faire les choses avec un petit braquet. On va se projeter dans un environnement de travail différent, dans une nouvelle culture de travail. Et on ne va pas réfléchir, on va commencer. Engage and see. On y va, on regarde ce que ça donne et on continue. Et de ce point de vue-là, c'est à mon avis une magnifique opportunité pour la fonction ressources humaines parce qu'on touche à tout. Je veux dire, on touche à la fois au développement personnel, on touche à la relation des personnes avec les autres, la relation au management, la qualification des postes. On verra bien, et je crois que ça sera intéressant de le faire, on verra bien que le travail à distance sur un mode je dirais, de grande amplitude, de grande ampleur, nécessite probablement des qualités de communication, de clarté, de concision, d'interaction, de dialogue qui étaient peut-être moins exigées dans une étape antérieure. Donc, on voit bien que tout ça, ça va secouer un peu partout. Moi, je dirais que pour la fonction ressources humaines, il y a probablement 3 choses. D'abord, je pense qu'il faut avoir une ambition si on veut faire ça. C'est-à-dire qu'il faut se dire, nous marchons vers une entreprise digitale. Voilà, c'est parti. Le deuxième point sur lequel la fonction, donc je crois que la fonction doit promouvoir et proposer ce nouveau mode d'organisation à l'ensemble des équipes, à l'ensemble du management. Le second point, c'est de voir comment notre modèle d'entreprise, qu'on soit la distribution textile ou bien du service financier ou bien du manufacturing ou autre, ou du conseil, en quoi cette nouvelle organisation du travail qu'on pressent, en quoi elle impacte notre modèle et comment notre modèle est capable d'y trouver son compte, quelles vont être les difficultés que nous allons rencontrer dans l'exercice particulier de notre métier et qu'est-ce que ça veut dire. Et notamment, je pense à un phénomène que ici ou là on a noté, qui est le besoin d'échange, de créativité, d'innovation, qui aujourd'hui sont particulièrement privilégiés par des séances de travail en collectif, etc. Et donc, comme on va être éloignés des uns les autres, qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir maintenir une créativité, une réactivité, etc. etc. Donc, il me semble que ça, c'est vraiment très important, c'est-à-dire dans mon entreprise particulière, avec mon business model, comme on dit, quel est l'impact pressenti, etc., de ces nouvelles organisations du travail. Et puis, je pense qu'il y a un troisième point qui va aussi impacter la fonction ressources humaines, mais l'ensemble de l'entreprise, c'est la capacité digitale. C'est-à-dire, est-ce que nous avons les outils pour organiser le travail à distance, pour gérer au mieux l'entreprise éclatée? On sait très bien qu'un certain nombre de managers peuvent avoir encore aujourd'hui le sentiment que s'ils ne voient pas leurs équipes en train de travailler, devant eux, ils ont le sentiment que les gens ne font rien. Bon. Donc demain, évidemment, c'est un manque psychologique
qu'il va falloir les aider à combler, mais on ne le fera pas uniquement avec des mots, on le fera avec des moyens, avec des outils. Donc je dirais que l'ambition, c'est fondamental. Je dirais que l'intelligence des situations est absolument fondamentale parce qu'on ne fera pas la même chose dans tous les métiers, on ne sera pas impacté de la même façon. La relation avec les clients que je n'ai pas évoquée ne sera pas tout à fait la même non plus. Il y a des lieux où les clients devront se déplacer et des relations de transactions dans lesquelles ils n'auront pas besoin de le faire. Bon. Et puis, il y a troisièmement, est-ce qu'on est équipé, quoi. Donc, les DRH se sont équipés au cours des 30 dernières années, se sont équipés en système d'info RH et les entreprises se sont équipées de systèmes d'information aussi. Mais demain, il me semble que la capacité d'interaction digitale à travers des outils intelligents va devenir essentielle. Si on n'a pas la capacité à le faire, on sera quand même très largement pénalisé. Donc, je dirais que c'est probablement ces 3 points-là auxquels il faut être très attentif. Mais je pense qu'il faut anticiper les révolutions qu'on peut pas éviter, quoi. Ça, c'est vraiment le regard en arrière. Je sais qu'il y a encore un certain nombre de patrons qui pensent que ça sera possible de revenir, oui, effectivement, une demi-journée de travail à distance, une journée, pourquoi pas, mais pas davantage. Tout ça, c'est terminé. Et d'ailleurs, ce qu'on voit arriver, c'est des questions des salariés qui seraient plutôt du genre, mais après tout, pourquoi faudrait-il que j'aille travailler tous les jours dans le lieu de mon entreprise? Est-ce que c'est vraiment si indispensable que ça? Donc je crois qu'on en est pratiquement arrivé à ça. Alors, c'est pas vrai dans tous les métiers, c'est pas vrai dans les métiers du soin à la personne, c'est pas vrai dans les métiers de l'enseignement, en tout cas pas aujourd'hui, c'est pas vrai pour les postiers, c'est pas vrai pour des tas de gens, pour les commerçants de proximité, etc., les artisans, etc. Donc, une large fraction de la population active continuera à avoir besoin de se déplacer pour faire son travail. Mais il y a toute une fraction de la population, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, ils ne sont pas encore sortis, qui pourra faire son travail à distance et presque complètement à distance, et que ça aura des impacts sur les transports, sur l'aménagement du territoire, etc., etc. Donc, on aura une entreprise très éclatée et on aura besoin d'outils, de moyens de communication, d'intelligence relationnelle organisée pour faire face à cet éclatement de la communauté de travail et de l'entreprise. Il y avait un chiffre qui avait été annoncé d'ailleurs au moment du confinement par le gouvernement. C'était 8 millions de personnes qui étaient censées pouvoir continuer l'activité professionnelle en télétravail complet et donc en confinement Ouais, complet. c'est un tiers de la population active, pour faire Ouais. simple, à Donc, peu près. C'est entre un quart et un tiers de la population active. Donc, donc c'est c'est considérable. énorme. Et Exactement. c'est- Il y avait une question, enfin un sujet sur le niveau de maturité, de motivation. Enfin, tout le monde n'est pas égal par rapport au télétravail. Il y a un peu comme les primo-accédants, il y a eu les primo-télétravailleurs, et en particulier les managers, donc tu as un peu dressé certains traits qui parfois voilà, aimaient bien manager par du présentiel ou avec du présentiel. Et donc ils ont dû quelque part aussi se réinventer oui. sur la manière d'animer leurs équipes. Alors, Et d'écrire ce ouais, l'avantage, c'est que tout le monde doit se réinventer en même temps. Donc, finalement, on peut pas penser qu'on part très loin derrière le peloton. Et moi, je fais confiance à la capacité des gens à s'adapter à un nouveau cadre de travail. La vraie difficulté qu'on a perçue, sur laquelle on a eu des entretiens, etc., c'est que pour un certain nombre de gens, la période de confinement qu'on est en train de vivre a été horrible pour des raisons personnelles et domestiques. Mm. Donc, des petits appartements. Et puis demain, enfin, il faut l'espérer, on aura un télétravail probablement sans confinement. Parce que le confinement euh, ajoute à la complexité du sujet et à la difficulté du sujet. Mais si on peut sortir de chez soi, si on peut aller boire un pot, prendre un café à l'extérieur, rencontrer des gens, etc., ça fait baisser la charge mentale qui a été très très forte et très difficile à vivre pour beaucoup de gens. Donc je pense qu'il faut vraiment décorréler dans notre représentation du futur le confinement et le travail à domicile ou le travail à distance. Il faut vraiment le décorréler. Ce sont deux facteurs qui sont conjoints aujourd'hui, mais qui sont en fait disjoints dans le futur. Voilà. Enfin, il faut l'espérer en tout cas. Et du coup, c'est cette transformation au pas de charge. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dessiner là, c'est une transformation
où effectivement beaucoup de dimensions vont être touchées, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'ajustements et de responsabilisation à tous les étages, dans toutes avec des grosses différences entre des chaînes de production et puis des cadres qui font de la R&D, par exemple. Donc, ça va être vraiment des choses qui vont être très, très délicates à orchestrer. Alors, on a plutôt un management en mode commande-contrôle, classiquement, et donc avec un principe de base qui est de dire ce que j'ai dans la tête, ce qu'on va décider va se mettre en place, plus ou moins sans état d'âme et de manière assez efficace par le corps social par les individus. Les tableaux de bord qu'ils ont les aident, hein, puisqu'ils ont des cas euros et des effectifs. Donc, dans les projections de plans de reprise d'activité, finalement, un beau tableau Excel ne dit pas non ou ne dit pas attention. Hein. Voilà, il a une espèce de vérité froide qui, quelque part, rend aveugle ou borgne, si on est optimiste, les animateurs de cette transformation sur la dimension humaine et sociale. Mhm. Et on en a parlé avant, et on le voit, nous, chez l'ensemble des clients qui utilisent Zest grâce au monitoring social qu'ils ont mis en place de manière très régulière. Cette période a eu des conséquences significatives sur l'état d'esprit et l'état physique presque des personnes qui étaient, des collaborateurs qui étaient confinés et pour lesquels on attend maintenant de la reprise d'activité. Donc finalement, ce facteur, cet état psychologique est peut-être le facteur le plus impactant sur la capacité de résilience et de reprise dans le déconfinement. C'est un peu le facteur X de ce déconfinement. Alors, je crois C'est que ça. c'est très juste. Et au fond, ce qu'on voit bien autour de nous, dans ce qu'on peut lire, dans ce qu'on peut entendre, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est la peur qui domine. Alors, c'est peut-être au fil des jours, elle va probablement diminuer s'il n'y a pas de graves difficultés qui surgissent. La peur d'y aller est toujours une peur un peu normale, mais une fois qu'on est parti, ça peut peut-être se diminuer. Pour autant, les gens ont peur pour eux, les gens ont peur pour leurs enfants, les gens ont peur pour leurs parents, les gens ont peur pour leurs collègues, les gens ont peur pour tout le monde. Bien. Et au fond, la peur ne se traite pas par injonction. On ne peut pas dire aux gens, nous vous interdisons d'avoir peur. Voilà, c'est pas possible. Donc comment on fait? Et ça, c'est un rôle important, de mon point de vue, pour la fonction ressources humaines, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre la peur. Bon, en fait, il faut de la confiance pour combattre la peur. Il faut de la confiance, il faut de l'écoute. Je pense qu'il est important pour les entreprises d'écouter les collaborateurs, de trouver des moyens de les entendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux pendant toutes ces semaines? D'entendre aussi la façon dont le collectif a réagi. Est-ce que les réunions de travail organisées par le management ou les réunions bilatérales que les collaborateurs ont organisées, est-ce que globalement les gens ont le sentiment que collectivement ça s'est bien passé, que le vécu d'entreprise a été bon, qu'on a trouvé ses collègues fidèles au poste, qu'on a été confronté à des sujets qu'on a été capable de traiter, etc. Le troisième point, c'est comment l'entreprise s'est comportée pendant cette crise. Est-ce qu'elle a été respectueuse? Est-ce qu'elle n'a pas été? Est-ce qu'elle a vraiment pris soin des personnes ou pas? Est-ce qu'elle a été elle-même solidaire du monde qui l'environnait? Je crois, je ne devrais pas citer je pense que des groupes comme Accor, par exemple, qui ont mis des chambres à disposition des médecins, etc. Il y a énormément d'entreprises qui ont fait énormément de choses, qui ont fabriqué des masques, qui se sont organisées pour fabriquer des produits, des produits, etc. Bon, tout ça, ça vient renforcer un sentiment de confiance. Et je crois que c'était une réponse. Le deuxième point, ou le troisième, c'est que les gens ont probablement interrogé leur relation à leur entreprise pendant ce temps-là. On le fait souvent pendant les vacances, dans les petits chemins creux ou au bord de la plage. On se dit, mais au fond, je vais rentrer dans 15 jours. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça le sens de ma vie? Bon, finalement, il y a des tas de gens qui se sont posé cette question pendant toutes ces semaines et qui resteront quand même avec cette interrogation en disant, est-ce que je suis bien au bon endroit où je dois être? Est-ce que ce ne serait pas mieux
que j'aille mettre mes talents ailleurs. Et donc la question du sens du travail est une question qui va participer aussi de l'envie. Parce que je crois que la peur de faire, elle est quand même largement combattue par l'envie de faire. Et donc, il est très important à ce stade de reprise que l'entreprise puisse retrouver le sens, partager le sens avec les équipes et donner à chacun la vraie certitude qu'au fond, son travail vraiment a un sens et qu'il est bien placé là où il est. Et je crois que c'est un événement important. Donc, c'est pas à prendre comme une rentrée des classes, quoi. On n'a pas la maîtresse qui va distribuer les masques et les gants au moment le matin où on arrive, en même temps qu'il y a café, et puis tout le monde repart. Je crois qu'il y a tout ce vécu, comme on dit, qui fait partie de la reprise. Et je crois que l'entreprise aurait tort de passer à côté. Parce qu'à mon avis, c'est un élément un facteur de succès considérable. Et certains métiers sont encore je dirais, plus engagés en fonction, notamment dans l'univers des soins à la personne, de la relation à la personne. La question du sens est une question qui est une question très importante. Donc voilà. Donc la peur domine, mais la peur n'a pas vocation à dominer durablement. Elle peut être combattue, Bah, mais c'est vrai, pas par l'injonction. Voilà. voilà, Oui. ce que tu expliques bien, c'est que la peur se combat quelque part. Il y a une espèce de dispositif de réponse, d'accompagnement. Le pire, c'est de rien faire. Oui. Le pire, c'est l'injonction. Voilà, qui peut être en plus paradoxal par rapport à une réalité du vécu dans l'entreprise. Et donc, c'est effectivement la manière dont dans le DRH, la fonction RH va orchestrer, organiser et prendre en compte cette dimension psychologique, cette étape psychologique de son organisation va être le facteur un peu X. Je parle toujours dans l'entreprise de l'après, c'est le E de l'après et c'est empathique. C'est cette possibilité justement de ne pas prendre des injonctions et des vérités du passé, c'est de prendre l'organisation humaine telle qu'elle est aujourd'hui, dans l'état aujourd'hui et dans son évolution future. Concrètement, est-ce que tu aurais voilà, comment appréhender ça? Parce que du coup, c'est aussi un lâcher prise dans une certaine mesure, potentiellement. On ne maîtrise pas complètement la ressource. Bah, on ne maîtrise pas la ressource, c'est vrai, mais c'est un peu comme les chefs d'orchestre. Au fond, il arrive un moment où juste avant de commencer à jouer, chacun règle son instrument et puis après, les gens se mettent à jouer ensemble. Bon. Donc moi, au fond, si la fidélité de l'entreprise est là, on a des tâches à faire et globalement, progressivement, des liens de travail qui se recréent à l'occasion de sujets à traiter et puis c'est reparti. Mais je dirais que la question du déconfinement a posé indirectement à beaucoup d'entreprises et pose encore la question de savoir est-ce qu'on demande à tout le monde de revenir, est-ce qu'on laisse les gens volontaires, etc. Ce qu'on observe, c'est il pourrait y avoir trois réponses. La première, c'est de dire on vous impose de venir, quoi. Le travail reprend, soyez là. Ça n'est pas une option dans les systèmes de production collectif. Dans une chaîne de montage automobile, puisque tu prends souvent cet exemple, que je connais un peu, dans une chaîne de montage automobile, s'il y a 50 postes, on ne peut pas avoir 35 présents. C'est pas possible. Et il y a beaucoup de métiers dans lesquels, au fond, c'est la présence au poste de travail de l'ensemble des compétences qui permet d'effectuer une tâche, un processus, etc. Donc, dans ces environnements-là, il est clair qu'il y a une forme d'imposition qui est à mettre en place, à défaut de quoi l'entreprise ne peut pas mener sa mission. Mais il y a beaucoup de métiers, je ne sais pas si c'est un quart, un tiers ou davantage de la population active je dirais, qui en fait partie, c'est qu'il y a beaucoup de métiers dans lesquels finalement, on a le choix d'être présent ou pas. Et la tentation, c'est le volontariat. Et c'est une deuxième piste que des entreprises ont imaginée, qui consiste à dire, au fond, après tout, on demande aux gens qui veulent rester chez eux de rester chez eux, et puis il y a ceux qui veulent venir de venir. Bon. Le problème du volontariat, qui a tous les attraits de la sympathie, si je puis dire, c'est qu'il n'est pas productif d'une organisation. Hein. On est désolé, la cantine est fermée, le chef est volontaire, mais
mais les gens qui assuraient le service ne l'étaient pas, donc finalement, ça ne marche pas, quoi. Donc, on peut pas imaginer qu'une entreprise puisse être organisée sur la base du volontariat, je viens pas, je suis présent avec des gens qui sont là et je suis… Bon. Et donc, beaucoup d'entreprises ont choisi une voie médiane, c'est de raisonner par fonction critique, en disant, un certain nombre de personnes pour certaines fonctions doivent être présents dans l'entreprise, ne serait-ce que pour des raisons aussi simples que des choses qui sont liées à la sécurité, d'autres qui sont liées à la confidentialité. Il y a des gens qui traitent de l'information, je dirais, dont on ne veut pas qu'elle puisse se balader sur le web, et on demande aux gens d'être présents. Je pense aux salles de marché, aux salles de transaction, etc. On voit difficilement mettre tout ça à distance. Donc, il y a des tas d'entreprises qui ont travaillé en disant les gens qui assurent la maintenance informatique, les gens qui font de la R&D sur 4K, etc. Tous ces gens-là ne peuvent pas faire ça à domicile. Donc, l'entreprise a listé toutes les fonctions pour lesquelles une présence physique était absolument obligatoire. Et dans ces cas-là, on a dit aux gens, bah, écoutez, il faut que vous soyez là. Voilà, et puis, on a discuté avec eux sur la façon dont on allait organiser les modalités de cette présence. Mais le débat, finalement, n'a pas vraiment eu lieu parce que les gens comprennent bien eux-mêmes qu'ils sont au cœur je dirais, la présence physique est au cœur de la capacité à faire. Et même chose pour des gens qui pilotent des projets transversaux dans lesquels une présence un peu nodale comme ça est une présence nécessaire. Donc, beaucoup d'entreprises ont travaillé comme ça, en disant on y va progressivement, on déconfine doucement, 10%, 15%, 20%, 30%. Pour revenir au sondage que tu évoquais tout à l'heure, dans les fonctions, je dirais, administratives ou les fonctions pour lesquelles on peut travailler assez aisément par télétravail, beaucoup d'entreprises espéreraient avoir 50% de leurs effectifs présents au 1er septembre. C'est un peu les ordres de grandeur qu'on a. Oh. Donc 10% aujourd'hui, puis on monte doucement, puis on arrivera à 50%, et peut-être 100% en janvier, si tant est que 100% devienne un objectif, ou soit encore un objectif en janvier, ce qui n'est pas certain. Donc voilà, alors ça pose des tas de problèmes, c'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens qui vont continuer à télétravailler et qu'on n'a pas besoin de les avoir sur place. Il faut expliquer à des gens qu'il faut qu'ils viennent travailler parce qu'on a besoin d'eux sur place. Il faut expliquer à des gens qui vont rester chez eux et qui ne vont pas travailler parce que globalement, pour l'instant, on n'a pas besoin d'eux. Ce qui pose des tas de problèmes, à quoi je sers, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut mettre beaucoup de rationnel dans tout ça. Les gens qui ont mis ce dispositif en place l'expliquent, ils disent pourquoi on fait ça, combien de personnes ça concerne, et pourquoi. Et vous-même, vous pouvez comprendre que votre tour viendra, vous serez aussi appelé soit à retravailler tout court, soit à venir plus régulièrement au lieu de votre travail, etc. Il me semble que tout ce rationnel est un rationnel très important. C'est pas on a envie que machin vienne et puis finalement le truc peut rester chez lui. C'est quelque chose d'autre qui doit être compris, qu'il y a une logique. Et si cette logique est claire dans les propos du management, elle sera clairement comprise. Et puis, à mon avis, il y a aussi un sujet qui va avec, c'est l'équité, c'est-à-dire le problème de l'équité de traitement sur le plan de la rémunération, par exemple, entre ceux qui auront eu au cours de cette période des situations de travail extrêmement variées. Et la question se posera tôt ou tard de savoir si on doit tenir compte des contraintes particulières ou de sujétions particulières. Beaucoup d'entreprises vont dans ce sens-là aujourd'hui. Il n'y a pas de, si je puis dire, il n'y a pas de jurisprudence. Et dans le… Oui, vas-y, pardon, vas-y. Non, et puis je dirais que cette dimension-là, qui est aussi une dimension qu'on a du mal à cerner, puisqu'au fond, on a du mal à cerner ce qui n'est pas explicite, l'entreprise doit aussi trouver un moyen de comprendre. Ce qui se passe au restaurant d'entreprise, dans la zone fumeur et je dirais autour du baby-foot, va être un petit peu interrompu pendant les mois qui viennent. Et donc, il faut trouver d'autres moyens d'être en contact avec ses équipes et de s'assurer de la façon dont tout ça est reçu. Donc voilà ce que je pourrais dire sur ce thème. Alors, il y a une question sur les plans sociaux, parce que voilà, on n'est pas dans une adaptation sanitaire de l'organisation à l'aspect sécurisant. Il y a cet aspect résilience économique qui parfois va être particulièrement douloureux. Voilà, c'est forcément dans l'agenda de certaines directions des ressources humaines de gérer ce dispositif. J'ai un de nos clients qui est dans l'industrie
qui a partagé le fait que plutôt que d'un plan social avec une réduction d'effectifs, ils ont négocié une diminution du salaire, Ouais. de la masse salariale. Donc, on voit, il y a un peu ce que j'avais dit, le bon, la brute. Et il y a même parfois des truands dans la manière de réagir dans ce genre de situation. Et là, on voit la caractéristique d'une organisation empathique qui est résiliente parce qu'elle prend des décisions difficiles très rapidement. Et ça, c'est le fruit de travail assez important du management et de les organisations, avec les organisations sociales. Oui. Comment tu vois cette actualité un peu particulière? Bah, quand je pense à la situation d'aujourd'hui, je pense, vous savez, au dessin animé dans lequel vous voyez un lapin ou je sais pas quoi qui marche dans le vide et qui brutalement réalise qu'il marche dans le vide et qui tombe. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, on a essayé, ce qui n'est pas vrai partout, mais on a essayé de faire en sorte de limiter la douleur de la situation. Et on sait très bien que ça ne peut pas durer. On sait très bien que ça ne peut pas durer. Et qu'à un moment donné, on peut payer les collaborateurs comme contrepartie d'un travail qui lui-même servira à vendre des biens et des services à des clients qui les achèteront. Bon, ça c'est quand même une base à laquelle il faudra quand même finir par revenir assez vite. Bah là, l'imagination sociale est au pouvoir. C'est-à-dire que je pense que devant cette situation, on, on peut imaginer que les collaborateurs et les partenaires sociaux soient capables d'accepter des choses nouvelles et qu'on n'aurait pas accepté en temps ordinaire sur le temps de travail, sur la transition vers la reconversion professionnelle, sur les rémunérations, sur l'abandon d'un certain nombre de jours de RTT pour financer le travail d'un certain nombre de collaborateurs, etc. Bon, moi, j'ai pas la liste exhaustive, mais on peut penser que le pouvoir va être donné à l'intelligence sociale. C'est clair. Pour moi, c'est clair. Et, et ça, les entreprises, bah, c'est leur culture qui va prendre la place. Mm. C'est leur sens de travail en commun qui va jouer. Donc, il y a pas de, à mon avis, c'est ce qui fait à la fois le confort et l'inconfort de ce qu'on vit, c'est qu'il n'y a pas de modèle. En fait, aujourd'hui, on invente tous les jours, partout. On va inventer des choses relativement nouvelles. Et c'est très intéressant. Bon, C'est très motivant. et quelque part, enfin, ce qu'on dit, c'est que forcément, et c'est finalement peut-être ce qui est la chose en jeu après la santé et l'équation économique que tu rappelais justement, c'est le collectif, Oui, la communauté au travail. oui, Euh, et est-ce que finalement, c'est ça qui est en jeu? Et on le voit, tu l'as évoqué, sur la manière de traiter cette dimension collective, notamment les relations sociales avec les partenaires sociaux. Enfin, il y a des organisations qui n'ont jamais réussi à être constructives, on va dire, dans cette dimension-là. Elles ne le seront pas forcément dans ce moment où c'est impérieux et nécessaire, quoi. non, on peut être pessimiste, mais au fond, moi je pense que le contexte a des vertus transformatrices. Je crois que tout le monde sent bien qu'on est dans une espèce de charnière, qu'on est dans une situation qui va évoluer, et il nous appartient de la faire évoluer dans un sens ou dans un autre. Et globalement, je lisais le papier ce matin sur Le Monde, sur le Renault à Sandouville, qui ne peut pas reprendre parce qu'il y a un vice de forme sur un truc, enfin, je veux dire, sur une convocation, c'est-à-dire une petite poussière, quoi, par rapport aux enjeux. Je dirais que ça a été diversement apprécié par les collaborateurs et par les salariés, quoi. Donc je pense je crois qu'il y a il y a une prime à l'imagination, il y a une prime au dialogue, ce qui est pour la fonction ressources humaines, à mon avis, très intéressant. Il faut juste essayer d'ouvrir les portes de la créativité et probablement d'imaginer les choses un peu différentes. Mais de toute façon, on va imaginer. Prenons l'aménagement du temps de travail, par exemple. On aura déjà dans la même entreprise des gens qui seront là un jour par semaine, des gens qui seront là trois demi-journées par semaine, des gens qui seront là tous les jours, des gens qui. Enfin, on explose complètement le cadre habituel de travail qui vient de la manufacture du 19e siècle. On est en train de revenir vers une organisation générale de travail qui s'apparente davantage à ce qu'a été l'organisation industrielle avant la création de l'usine. Mm. Finalement, on va rester chez soi, on va travailler, on aura un lien particulier d'entreprise. Il y a des questions de responsabilité et tout est à inventer ou à peu près.
Et là-dessus, on peut penser que les gens seront imaginatifs et essaieront de tirer le meilleur des situations qui se proposent. Ceci étant dit, alors donc il y a des sujets que tu viens d'évoquer qui sont des sujets essentiels. Ceci étant dit, il y a aussi quand même quelque chose qui est très important et qui pour les DRH est à mon avis un facteur très important à la fois de travail et de motivation, c'est que l'entreprise devient de plus en plus un bien commun invisible. Et qu'au fond, c'est la culture, c'est le projet, je dirais, c'est le soft qui va faire le lien. C'est pas le fait de se rendre physiquement dans un endroit qui va vous faire dire que vous travaillez dans cette entreprise, ou pas seulement. Et donc, c'est toute la gestion de l'immatériel, c'est toute la gestion de la culture. Pour moi, la culture est le facteur principal de performance dans une organisation. Bon. Et comme les Américains, la culture mange la stratégie tous les matins au petit déjeuner. Donc, c'est la culture qui fait la performance. Et donc là, le travail sur la culture va être un travail passionnant à faire et, et il est, à mon avis, extrêmement fédérateur. Mais alors, la culture, pratiquement, parce que alors, sur cette dimension du collectif, de l'aspect immatériel, culturel d'une organisation, je te rejoins tout à fait. Euh, Là, il y a une espèce de précipitation ou d'obligation de résultats et d'action rapide, ce qui sont deux sujets ou deux contraintes, deux obligations pour les aspects de culture d'entreprise. On dit que c'est plutôt du structurel, du moyen terme. Euh, donc, est-ce que c'est possible de concrètement, rapidement, faire des choses aujourd'hui en tant que fonction RH pour aller dans ce sens-là? Bah, au fond, non mais tu as raison, il y a des temporalités qui ne sont pas les mêmes. En même temps, si les décisions qu'on prend, même les plus modestes, sont illustratives des valeurs de l'entreprise et de la culture de l'entreprise, les salariés le comprennent, les gens le voient. Donc au fond, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit on surestime souvent ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en trois. Bon. Et je crois que ça devrait nous guider dans nos planifications, dans nos axes de travail. Au fond, on peut faire changer beaucoup de choses assez rapidement, même sur des détails, et je dirais surtout sur des détails. Mm. Et par exemple, être attentif à ce que le management soit à la fois dans la tâche et dans la relation, travailler avec le management sur cette double dimension. Il faut être dans la tâche, mais il faut aussi être dans la relation, précisément parce que vous ne verrez pas vos collaborateurs de façon régulière. La façon dont vous serez dans la relation avec eux sera déterminante. Vous voyez, c'est des choses, c'est travailler avec le management là-dessus. Ça vous permet quand même, au fil des semaines et des mois, de permettre aux collaborateurs de voir les différences. Et donc, moi, je n'opposerai pas du tout le court terme et le moyen terme là-dessus, ou le long terme. Je crois qu'on peut commencer dès aujourd'hui. Et pratiquement, enfin, parce que donc ce qui est intéressant, c'est que tu as évoqué, tu as le rôle du management, notamment de proximité, euh, Mmh. dans cette réponse rapide et incarnante, on va dire ça comme ça, de la culture ou de la modalité de réponse, voilà, de l'organisation, de ce rôle et de ce rendez-vous, de comment je gère le relationnel avec mes collaborateurs, avec mon équipe, et comment effectivement la distanciation sociale, les nouvelles organisations du physique et bien entendu le télétravail vont influencer ça. Est-ce que tu as identifié, ben, voilà, aujourd'hui, les totems sur ces sujets-là, c'est l'entretien d'évaluation annuelle. Oui, alors là-dessus, il faut vraiment. Alors, tu vois, par exemple, moi j'ai un de mes clients qui m'a dit finalement, allez, dans les 6 mois qui viennent, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je lui ai dit trois choses. La première, c'est vous occuper de la sécurité des gens au travail. Parce que si vous, qui êtes le gardien de ça, vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas vraiment super investi sur les conditions de la sécurité au travail, vous serez passé à côté d'un rôle essentiel que vous devez jouer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, assurez-vous que votre management est dans la tâche et dans la relation en même temps. Faites des calls avec eux, travaillez avec eux. Mais ça, c'est super important et c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez faire bouger la boîte. Et troisièmement, pensez à l'entreprise digitale. Bon. Et je dirais que c'est ces trois choses qu'on peut faire et que probablement on doit faire en même temps.
Alors après, la question effectivement des modalités de cet entretien, bon, je crois que le point annuel un peu cérémonialisé, la cérémonie du thé managériale dans laquelle on s'assied une fois par an pour parler pendant 3 heures, hier, aujourd'hui, demain, je ne dis pas qu'elle est ridicule parce que je pense qu'elle nous a permis de rentrer dans ce type de discussion sur un mode, je dirais, organisé et collectif. Mais il me semble qu'elle est aujourd'hui, enfin, ça va trop vite pour que la vie soit dans des cadres comme cela, et a fortiori dans un monde où on va être en interactivité distanciée. euh, il faut aller chercher l'occasion, il faut la fabriquer de façon douce, bien sûr, hein. Il ne faut pas emmerder les gens, mais il faut fabriquer une forme de relation qui permet, qui permet une conversation. Je pense qu'il faut, je le dirais parce que c'est le mot qui me vient, il faut passer de l'entretien à la conversation. Mm. Ça veut dire quand même qu'il faut s'en donner les moyens, il faut s'organiser, il faut faire passer le message, mais je crois vraiment à l'importance de la conversation. Et la conversation s'inscrit dans un espèce d'accompagnement aussi, dans cette espèce Oui, d'adaptation à une situation qui va être, la semaine prochaine sera différent ou le mois prochain va être très différent d'aujourd'hui. et quand je dis conversation, c'est pas les discussions de café du commerce, quoi. C'est pas ça. C'est une conversation sur la personne, sur la façon de travailler, sur les progrès, sur les initiatives, etc. Et c'est nourri, c'est quelque chose qui est nourri et qui n'est pas dans le reproche, qui peut être qui peut être dans la félicitation, qui peut être dans le point d'attention, mais qui est quelque chose de positif. Mm. Moi, je pense à ça. Et donc, je pense qu'il faudra qu'on mette en place des systèmes pour favoriser cette conversation managériale. Très bien, bah, merci beaucoup. Voilà, mais c'était anticipé parce que le sujet était vaste et ça confirme que la fonction RH est, est au cœur Oui, euh, absolument. du sujet de déconfinement et de reprise de l'activité et les dimensions sont très très variées. Euh, on a vu l'importance de l'état psychologique dans cette dimension et du rendez-vous du collectif du travail. Et effectivement, c'était un peu les trois éléments de décryptage qu'on a vu grâce à toi, Jean-Marc, sur oui, l'organisation du travail est importante sur la dimension sécuritaire, et tu l'as dit, il n'y a pas de discussion, quoi. C'est Ouais, essentiel, ouais, c'est même une responsabilité légale. Et donc ça, il n'y a pas de. Mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt quelque part et qu'on n'adresse pas l'organisation du travail plus globalement, ouais, notamment pour retrouver des pistes de productivité qui vont être pénalisées. L'autre élément qu'on a vu ensemble, c'est l'importance du facteur psychologique, le paramètre, le facteur X, qui allait très certainement faire la différence entre les organisations. Et est-ce que cette empathie que j'évoquais va être faite? Est-ce qu'elle va reposer sur de la confiance, sur des conversations continues, comme tu l'évoquais, hein, donc d'éviter l'isolement dans le relationnel qu'on peut avoir? Parce que tu l'as dit, le grand rendez-vous, quelque part, c'est le collectif au travail, qui a été ébréché, éclaté, dispersé, dont les relations ont été digitalisées. On évoquait l'impact du masque quand on est en face à face, il n'y a plus d'émotion. Donc, même le physique va devenir, et presque le digital sera peut-être plus relationnel absolument. que Ouais, finalement, pendant quelque temps, la présence physique du fait du masque. ouais, Voilà. ouais. C'est vrai, tu as raison. Ouais. Et ce qu'on a évoqué comme action un peu à saisir, qui joue tout le temps de la main, on l'a peu détaillé, et on pourra peut-être le détailler s'il y a des questions rapidement, mais cette JPEG de crise, c'est-à-dire que il y a cet aspect volontariat, cet aspect compétences critiques, qui sont effectivement à mobiliser en fonction des rendez-vous très très opérationnels et avec des impératifs très très forts sur lesquels la fonction RH doit pouvoir un peu anticiper. On a parlé voilà, d'organisation, on a une question sur le recrutement, il y a peut-être des compétences qui vont devenir particulièrement critiques. Je pense aux informaticiens, aux organisations informatiques, sur le support technique, les helpdesk, qui avaient l'habitude de servir quelques centaines de télétravailleurs et maintenant qui en ont quelques milliers à traiter. Donc ça, voilà, c'est une
questions qui se posent pour eux. On l'a évoqué aussi, et bien sûr, ça fait plaisir ça me fait plaisir et ça fait plaisir à Zest, je te remercie, mais c'est cette notion de monitoring du collectif qu'il faut faire régulièrement. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas piloter l'organisation qu'avec des indicateurs de ressources. Ça nierait la dimension humaine et on a vu que le facteur psychologique était le facteur le plus important. Et j'adore ta présentation de ce que nos clients utilisent, qui sont la fonctionnalité de structuration de points de conversation assez réguliers. C'est d'avoir dans ces conversations à la fois la tâche et l'émotion, la relation. Voilà. Et ça, c'est particulièrement important et il vaut mieux le structurer pour donner une espèce de guide, une trame qui va servir à être plus facilement déployable au travers de l'organisation. Et ça, c'est ce qu'on avait fait notamment il y a 2 ans et demi avec Decathlon. Et c'est clair que les organisations qui l'ont déjà fait eh bien, seront plus proches de leurs collaborateurs et auront plus de capacité à les monitorer, à les maintenir voilà, dans cette reprise difficile. Voilà, merci. On va regarder un peu les questions. N'hésitez pas à les poser. Avant ça, et pour vous laisser 2 minutes pour poser vos questions, tous les webinars sont à votre disposition dans la chaîne YouTube Zest. Je travaille sur 2 webinars à venir. Un qui est sur la RH de demain est en fait déjà là. Donc, on va un peu certainement ouvrir le champ du possible en disant que finalement, il y a des choses qui sont très, très rapidement et donc beaucoup plus sur cette dimension d'innovation, on va dire, accélérée, mais sécurisante parce qu'elle existe déjà. Et un point alors moi, c'est un sujet que je maîtrise moins bien, mais et je le vois avec nos clients, la dimension du dialogue social avec tout cet agenda un peu formel de négociation, de DUR, qui va vraiment remettre beaucoup de choses à plat. Et le dialogue social à tous les niveaux de l'organisation et en particulier avec les IRP va être un rendez-vous très très important dans ce monde d'après, et en tout cas pour en faire des fondations pérennes. Dernier mot, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter HR for Good, dont vous avez l'URL ici. On va partager, on travaille avec les équipes de Zest là, sur un sondage spécial déconfinement pour monitorer le déconfinement et on va le partager en fin de semaine, donc vous en bénéficierez. Voilà, ça c'était la partie un peu formelle pour finir. Je regarde les questions qui ont été posées. Il y avait une question sur le recrutement. Est-ce que tu vois ça comme quelque chose qu'il faut avoir en termes de préoccupation aujourd'hui quand on est des RH? Tu veux dire le recrutement à distance, c'est ça? Alors, ouais, en tout cas avec des modalités de gestes barrières, c'est sûr, mais est-ce que la préoccupation de recruter des talents ou de maintenir cette activité-là dans des situations d'incertitude, voire est-ce que ça te semble quelque chose sur lequel une organisation, une entreprise doit être vigilante? Pour moi, c'est essentiel. Je crois qu'on peut pas se dire on va arrêter de respirer pendant un certain nombre de mois et puis on va recruter personne parce que l'avenir est incertain, mais l'avenir est toujours incertain. Donc en réalité, on a un marqueur d'incertitude très fort en ce moment, mais voilà, mais l'entreprise a sa vision, elle a ses projets, elle va pas s'arrêter de respirer. Donc je pense qu'on va continuer à recruter, on va continuer à décruter, on va continuer à promouvoir. Donc peut-être qu'il va y avoir dans des sociétés qui sont durement touchées aujourd'hui des pauses, mais peut-être que ces pauses rebondiront demain parce qu'on va modifier tel ou tel aspect de l'organisation du travail et qu'on aura besoin de nouvelles compétences. Donc en réalité, je veux dire, on n'est pas du tout marqué par le fait de se dire qu'on va plus recruter, qu'on va réduire la masse salariale. Il y a des sociétés qui sont en pleine forme. Il faut quand même regarder concrètement ce qui se passe autour de nous. Dans l'agroalimentaire, dans des tas de secteurs, il y a des gens qui ont très très bien vécu les 2 mois qui viennent de se passer. Donc dans la distribution à distance, enfin, il y a des tas de trucs qui vont bouger. Moi, je suis d'ailleurs fasciné quand je fais la liste de tout ce qui change, de voir que, par exemple, les événements, les congrès, etc., ont pris un grand coup sur la figure, mais les gens continueront à avoir besoin de se retrouver et de parler entre professionnels. Par exemple, le commerce de détail dans lequel on a, je dirais, un hall d'attente de 2 mètres carrés
et dans lesquels on se pressait à 4 ou 5 pendant un certain temps, hier c'est fini. Donc tout va changer. Je pense que moi je fais partie de ceux qui pensent que ça ne se fera pas en 15 jours, mais on est parti dans une transformation absolument essentielle et que tous nos processus de vie vont être modifiés par ça. Tu le disais, c'est-à-dire que c'est cette GPEC de crise, c'est-à-dire que même une organisation qui est fortement impactée a forcément des compétences qui sont encore plus critiques dans sa survie, qu'il Absolument. va falloir certainement sécuriser pour ceux qui sont déjà dans l'organisation, peut-être promouvoir, comme tu l'évoquais, faire des réorganisations qui quelque part, les mettent peut-être un peu plus dans la première ligne et voire recrutent. Il y a Ouais, ouais. on a des clients que dans le retail, plutôt dans le textile, avec des dimensions de part de digital. Tu l'évoquais sur la partie organisation du travail, mais c'est aussi le modèle de vente. Certains ont bien compris que parce qu'ils n'avaient très peu de ventes via ce canal-là, elles étaient particulièrement plus fragiles que les consoeurs qui, elles, avaient une proportion de ventes par ce canal beaucoup plus importante. Oui, et puis n'oublions pas la leçon de l'expérience, même si on a 2 mois derrière nous, ce qui est quand même pas beaucoup, euh, probablement on s'est rendu compte qu'un certain nombre de fonctions étaient plus critiques qu'on ne l'imaginait et que d'autres l'étaient beaucoup moins qu'on ne le pensait. Donc quand je dis GPEC de crise, comme on a mis ce mot, parce qu'au fond, il sera intéressant de relire ce qui s'est passé en termes d'emploi, de compétences et de qualifications, parce qu'on s'apercevra probablement qu'il y a des compétences dont on a eu absolument besoin dans ce travail à distance, d'initiative, etc., qui n'étaient pas véritablement sollicitées, ou en tout cas formellement sollicitées parce que le processus tenait un peu la route tout seul. Et puis on s'est rendu compte là qu'il fallait probablement qu'il fallait privilégier une dimension d'initiative plus forte. On s'est rendu compte que les qualités de communication on a bien vu quand les gens se rencontrent pendant 1 heure, les digressions, les trucs, les machins, on invite les gens à être vraiment sur l'essentiel. Donc, on a bien vu que les capacités de communication pouvaient vraiment faire la différence. Et donc, probablement dans la relecture de ce qui s'est passé, de la façon dont l'entreprise a répondu à ses sollicitations, à interfacer avec ses clients, à gérer ses relations de travail, eh bien, on aura, à mon avis, des tas de choses à prendre. Alors, c'est une GPEC de crise, c'est une GPEC rapide, Mmh. c'est une GPEC comme ça, d'un regard, quoi, une quick GPEC, si je puis dire. Mais je trouve que ça sera intéressant à investiguer. Il y avait une question de Raph, et je propose qu'on finisse avec cette question qui est sur l'importance de l'état psychologique, cette dimension dans l'organisation, voilà, et notamment de rétablissement de cette confiance. Euh, Comment concrètement on pouvait, quel dispositif mettre en œuvre. Donc moi, on a évoqué, j'en ai retenu 2 dans notre échange. Le premier, c'est il faut quelque part lui donner une réalité dans vos indicateurs de pilotage, c'est-à-dire que ce n'est pas des KRO et des effectifs qui suffisent. Donc ça, c'est ce côté, écoutez, les baromètres sociaux, vous faites une fois tous les 2 ans, voire tous les ans, c'est complètement obsolète. C'est un peu comme si vous faisiez du vélo en ne pensant qu'à la destination, quoi. Ça risque d'être un peu dangereux. Et puis l'autre point que tu as évoqué, c'est ce rendez-vous régulier de conversation où on mêle la tâche et l'émotion ou le relationnel entre le manager et son collaborateur. Ouais. Ils sont 2 façons de Ouais. rétablir aussi cette confiance de la construire. Je dirais, pour reprendre un mot que tu as utilisé, c'est que le voyage est aussi important que la destination. Oh, Voilà. Et peut-être même plus important que la destination. exactement. Et c'est souvent, je dis, la solution est dans le chemin. Et c'est Ouais. particulièrement vrai quand on ne sait pas où on va. Ouais. C'est-à-dire Ouais, qu'aujourd'hui, absolument. voilà, aujourd'hui, bon, on sait qu'on veut reprendre, tu vois, rebondir, mais quelle va être la forme de cette destination finale? Assez peu de gens la connaissent véritablement, et donc on ne sait pas la destination finale. On sait une espèce d'axe, de direction, et donc on a cet inconnu, et donc le chemin prend encore plus d'importance, Voilà. et Il faut surtout se quand on focaliser sur le voyage. Ouais, ouais. Donc absolument. je propose que ça soit notre conclusion. Merci.
Encore un très grand merci, Jean-Marc, hein, pour cet échange, pour ce temps, pour cette préparation qu'on a fait en amont. J'ai l'impression que ça a plu à pas mal de nos participants, que je remercie aussi pour leur fidélité, pour ceux qui ont participé à plusieurs de nos webinaires. Il y en aura d'autres. Bienvenue aux petits nouveaux. J'espère vous retrouver, on espère vous retrouver. N'hésitez pas à regarder les derniers webinaires et à faire les éléments qu'on a partagés, à vous inscrire sur HR for Good. Et bien entendu, toute l'équipe Zest est à votre disposition si besoin. Ça sera avec un grand bonheur, puisque tu parlais de raison d'être d'entreprise. On a ce grand plaisir, nous, un peu égoïste, c'est vrai, mais important, de dire que ça a donné encore plus de sens à ce que l'on faisait ces derniers mois et les mois à venir. Donc, c'était très important. Merci encore beaucoup Merci. à vous et à très bientôt. Merci à vous tous. Bon déconfinement. Au revoir. Et bon déconfinement. Bon chemin. Bon chemin. Au revoir.